beaucoup d'être venus si nombreux. Avant de vous présenter le film sur l'épave Port-Vendreur, je vais vous dire en 2 mots ce qu'est un port marin pour ceux qui, dernier arrivés à la ZAM, n'auraient pas encore entendu parler de nous. Parce que la ZAM est là depuis le début et depuis les prémices du parc. En 2017, la création de la mission d'études, la ZAM faisait déjà partie en tant qu'ami de la mer de cette réflexion de est-ce qu'il est nécessaire de créer un outil de veille sur un espace marin, parce que c'est un outil, c'est virtuel, hein, c'est un espace, c'est un territoire qui va de Cerbère jusqu'à Le Cat, donc tout le littoral des PO plus Le Cat qui avait demandé à intégrer le parc, cet outil de gestion. Et c'est aussi un outil novateur parce que c'est un outil de gestion par la population locale. C'est-à-dire que nous, à l'Agence de la biodiversité, on est un service de l'État, on est des fonctionnaires. Mais ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on veut pour cet espace marin. C'est-à-dire que nous, on est les petites mers, on est les fourmis, on est là pour venir en appui, pour aller faire les expertises, pour aller faire les études d'impact, pour aller faire les collectages. Mais les décideurs, ce sont les gens du territoire, ce sont bien entendu les élus, les maires, mais aussi donc des 11 communes de l'espace littoral, mais il y a aussi tous les métiers qui ont un lien avec la mer, toutes les associations ou les groupements d'associations qui ont un lien avec la mer, et vous en faites partie, donc votre présidente est dans tous nos conseils de gestion, et donc que ce soit les professionnels comme les pêcheurs, mais aussi les plongeurs, les bateaux de promenade, etc. Voilà, ces gens décident de ce qu'ils veulent sur cet espace à 15 ans, puisqu'on a fait un plan de gestion en 2014 sur ce qu'on voulait à 15 ans pour le territoire, aussi bien pour ce qui est de la ressource, donc le poisson, etc., ce qui est prélevé de la mer, mais aussi pour la qualité de l'eau, mais aussi pour le patrimoine culturel. Et c'est là mon rôle. Donc, je suis chargée du patrimoine culturel maritime, de sa valorisation, de son inventaire, de tout ce qui peut arriver à le valoriser et à le faire connaître, à le faire mieux connaître. Donc, je vais en venir au film que nous avons fait pour Port-Vendreur. Port-Vendreur, c'est une épave, beaucoup d'entre vous en ont certainement entendu parler, puisqu'elle a été sortie de l'eau à Port-Vendre en 1974. Pourquoi elle a été sortie de l'eau? C'est une épave romaine de la fin du IVe siècle. Elle a été sortie de l'eau parce qu'à cette époque, il y avait un projet, il y avait l'intention de faire la criée de Port-Vendre à l'Anse-Gerbal, donc à l'entrée du port de Port-Vendre. Et depuis les années 29 jusqu'aux années 60, on savait qu'il y avait une épave sous l'eau, antique, puisque certains avaient déjà prélevé des amphores, mais on ne savait pas la dater, on ne savait pas quelle valeur elle avait. Cependant, quand on a su qu'il fallait faire des travaux et que si on ne la sortait pas de l'eau, elle serait engloutie à jamais et perdue à la connaissance de la population à jamais, la population de Port-Vendre et le DRASM, qui est le département de recherche archéologique sous-marine pour tout l'Hexagone, donc ont décidé avec vraiment beaucoup de volontaires, parce qu'il en fallait, hein, les services de l'État n'étaient pas assez nombreux pour agir. C'est vraiment grâce à la population de Port-Vendre qu'on a pu sortir ce bateau de charge de l'eau. Et donc on a sorti une épave romaine exceptionnelle. Ça a été le 3e bateau au monde, il faut le dire, ça paraît incroyable, mais ça a été le 3e bateau au monde sorti de l'eau de mer après le Vasa et l'épave punique de Marsala. Ça n'avait jamais été fait auparavant, au-delà de ça, et épave romaine, c'était la 2e au monde. Voilà.
Donc ce bateau a été sorti de l'eau. Il a été amené, bon, il a été découpé pour certaines parties pour la quille en 3 parties parce que c'était déjà rien que la partie la plus longue de la quille aujourd'hui. Lorsqu'on a dû la sortir, vous verrez dans le film, lorsqu'on a dû la sortir de l'endroit où elle était entreposée depuis des dizaines d'années à la place de l'obélisque de Port-Vendre, il a fallu 22 hommes. Je ne sais pas le poids de la quille, mais il a fallu 22 hommes pour pouvoir le soulever avant de l'amener à la grue, parce que bon, de l'endroit où c'était, on ne pouvait pas utiliser d'engin, donc il fallait des bras. Voilà, donc ce bateau était un bateau de charge. Un bateau de charge, qu'est-ce que c'est? C'est un de nos paquebots actuels, quoi. Ça transportait des marchandises. Et ça transportait des marchandises. Et en fait, une épave, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment, on lit dans une épave comme dans un livre vert, parce que dès que vous observez aussi bien sa construction, donc ses bois, la façon dont ils sont assemblés, sa cargaison, vous avez des indices qui vont vous finir par vous révéler et son époque, et qu'est-ce que ça transportait, et d'où ça venait, et où ça allait. On arrive à rassembler des informations et à arriver à une précision très impressionnante. Voilà, donc on a fini par savoir que ce bateau venait de Cadix, ou vraiment des environs, qu'il allait en direction de la Narbonnaise, de l'ancien port de Narbonne, et qu'il transportait à minima 2000 amphores. C'est quand même un très gros bateau pour la fin de l'ère romaine. Au début de l'ère romaine et jusqu'au IIe siècle, les bateaux pouvaient être assez gros. Les bateaux romains pouvaient être assez gros, pouvaient aller vraiment au-delà de 20 mètres de long, 25 mètres. Mais à la fin de l'ère romaine, donc fin du IVe siècle, début du Ve, eh bien, la plupart des bateaux romains que nous avons trouvés, c'est des bateaux qui font maximum 15 mètres. Celui-là, il est quand même de la fin de l'ère romaine et il fait 20 mètres minimum. Voilà, ce qu'on a pu récupérer, c'est 13,50 mètres de long en tout, l'épave, puisque le reste a été rongé. Et ça a été extrêmement bien préservé grâce au fait que l'épave s'est enfoncée dans la vase. Donc une épave, quand elle est laissée comme ça sur des rochers, ben, elle ne va pas se conserver, elle va être rongée par les vers. Mais là, elle s'est envasée. Et toutes les parties envasées, vous allez les voir, on a l'impression qu'elles datent d'hier. Elles sont magnifiques, elles sont superbement bien conservées. Donc cette épave, c'est le film qui va vous le raconter. Bon, il n'est pas très long, hein, mais cette épave, elle a été donc traitée, puisque une fois sortie de l'eau, les bois se resserrent et ne se conservent plus hein, s'ils ne sont pas traités. Donc il a été traité pendant 10 ans dans des bains de chrome 6 au fort Saint-Jean à Marseille, dans les anciens locaux du Drasme. Cette épave, Port-Vendre avait un projet muséal dessus qui malheureusement n'a pas pu aboutir, faute de plusieurs facteurs, dont un principal qui est le nerf de la guerre, c'est des financements à long terme. Et donc il a été ramené à Port-Vendre, mais gardé dans des locaux du fer à cheval, voilà, et oublié pendant plus de 30 ans. Voilà, donc lorsque nous avons fait le plan de gestion au parc, le plan de gestion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est savoir à 15 ans qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire, qu'est-ce qu'il faut préserver à tout prix, qu'est-ce qu'il faut porter à la connaissance de la population, parce que c'est très bien d'avoir une épave extraordinaire, rare, magnifique, mais encore faut-il le savoir et faut-il pouvoir la voir. Voilà, donc les gens nous ont demandé, les gens qui ont fait partie de cette réflexion pendant tous nos ateliers patrimoine culturel, et certains d'entre vous en faisaient partie, eh bien on dit, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour cette épave de Port-Vendre. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle était oubliée,
et le DRASM, qui sont les experts, les ingénieurs sur l'archéologie sous-marine, nous ont dit attendez, ne vous emballez pas, c'est très bien d'avoir la volonté de valoriser cette épave, mais encore faut-il qu'elle soit valorisable. Est-ce qu'on sait comment elle s'est conservée? Non. Donc la première chose à faire, c'est une opération de pré-remontage à plat pour évaluer l'état de conservation des bois. Voilà. Au-delà de ça, lorsqu'on aura vérifié que les bois se sont conservés, là on pourra dire si on peut la valoriser, si on peut envisager même une muséographie, un centre d'interprétation ou pas. Donc le parc n'a pas vocation à créer un musée. C'est vraiment un outil de gestion et d'appui pour les communes, pour les associations, pour les entités qui œuvrent pour le patrimoine culturel maritime. Sauf qu'une opération de pré-remontage, personne n'était à même de la porter, et comme c'est une opération courte, le parc a décidé de la mener. Donc j'ai cherché un local suffisamment grand pendant plusieurs mois, parce que ça paraît étonnant comme ça, mais j'ai mis 9 mois à trouver un local suffisamment grand à louer pour pouvoir faire cette opération. Tout le monde me disait, mais ma petite dame, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous loue un local 4 mois? Nous, on veut le louer pour un bail de 3 ans. Alors, bon, ben, il y en avait un là, il y en avait un là-bas, mais non, ils ne voulaient pas me le louer. Donc, heureusement, je suis tombée sur un local à Argelès, qui était en travaux, et le propriétaire m'a dit, bah, écoutez, là, je dois finir mes travaux, mais si vous voulez attendre 2 mois, ben, je vous le loue 4 mois, et comme ça, après, je pourrai lancer pour un bail. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un local extraordinaire, 1200 mètres carrés, à Argelès-sur-Mer, avec une grande cour où on a pu entreposer le matériel, etc., enfin tout ce dont on avait besoin. Et on a lancé l'opération de pré-remontage. Et je ne vous en dis pas plus, je pense que le film va continuer. La mer est la mémoire de l'humanité. Le plus grand musée du monde, le linceul des bateaux engloutis. Suzanne. Vous entendez bien? C'est pas très Non. Chaque fois, n'a pas de chance de témoigner de son existence. En effet, le bois d'une épave peut être détruit par de petits organismes marins xylophages. De taille modeste mais combien ravageurs, ces vers marins appelés tarés ont une activité particulièrement destructrice sur les lois immergés. Lorsque l'épave d'un navire repose au fond des eaux, une course de vitesse s'engage entre les xylophages et les courants marins qui déposent un linceul d'alluvions protectrices sur la coque. Si la cargaison du navire est constituée de matériaux imputrescibles onéreux, tels fuites, métal, matériaux de construction, l'épave s'enfonce plus rapidement dans les séquelles neuves et est ainsi protégée contre ces redoutables prédateurs. L'épave Port-Ventre 1 était remarquablement conservée, car les amphores qu'elle transportait ont resté la coque sur le fond et l'ont protégée. Connue depuis 1929, l'épave est finalement explorée en 1963 par les pionniers de l'archéologie sous-marine. Lorsque les travaux d'aménagement du port se profilent à l'horizon des années 1970, l'épave a pris une telle place dans l'imaginaire des habitants de Port-Ventre et de la communauté scientifique qu'il devient impossible de l'abandonner et de la sacrifier. Cette prise de conscience collective a mobilisé à la fois des techniciens, des ingénieurs, des historiens et le ministère de la Culture dans le but de préserver l'épave et d'explorer ainsi cette page d'histoire sur le commerce et l'architecture navale du IVe siècle après Jésus-Christ. Tous ces forces œuvrant de concert ont permis de démonter partiellement l'épave d'une vingtaine de mètres de long, de la prélever de l'anse maritime où elle gisait à 5 mètres de profondeur, et enfin d'effectuer un traitement du bois gorgé d'eau par imprégnation, substituant la cellulose par du bichromate de sodium, redonnant ainsi au bois sa consistance originelle. Les efforts
forts ont été étudiées et elles nous renseignent sur la provenance et la destination du navire. Au IVe siècle de notre ère, la Méditerranée constituait un lien très fort entre les différentes provinces de l'Empire bordant ses rives. Les navires sillonnant les eaux de mars à novembre, respectant la trêve d'hiver que les Romains appelaient mare clausum, furent les instruments privilégiés de ces échanges. Du blé depuis les Mauritanie, des métaux, de l'huile, du vin et du garum de la province de Bétique, ou de Lusitanie, sans oublier le vin de Méditerranée orientale. Le navire Port-Vendréen, grâce à sa cargaison, permet d'imaginer son trajet depuis l'embouchure du Guadalquivir ou d'un port situé à proximité comme Cadix. Hétérogène d'huile, de vin et de poissons en saumure pour la cheminer en longeant les côtes hispaniques vers le port de Narbonne, capitale de l'ancienne province de Narbonnaise, mais qui garde toute son importance économique. Au cours de la fouille sous-marine, les archéologues ont noté et dessiné le mode de rangement des amphores dans la cale, où de nombreuses épontines, reliées par des planches, constituaient des compartiments calant la cargaison, évitant ainsi l'effet du roulis et du tangage. En fouillant davantage, ils ont découvert dans la Santine quantité de monnaie perdue par l'équipage dans cette partie du bateau devenue inaccessible, sous le plancher de la cale encombrée de sa cargaison. La diversité des effigies des monnaies et leur provenance nous permettent d'envisager l'hypothèse d'un navire ayant navigué au moins 40 à 50 ans. Hypothèse confirmée par l'état d'usure à la fois du bois et de l'étanchéité des planches du bordé, constituant la peau du navire. À ce sujet, rappelons que ce qui caractérise la construction des coques antiques romaines est l'assemblage des virures de bordée, liées entre elles par des clés en bois chevillé, ayant le double avantage d'éviter le cisaillement et le glissement des planches entre elles. De nos jours, les planches appelées aussi virures de bordée sont clouées sur la membrure ou squelette. Si le bateau avait pu poursuivre sa route, Narbonne aurait été vraisemblablement son port de destination. Au début des années 2000, une équipe de chercheurs a découvert le grand port oublié de Narbonne. Ils ont mis au jour un chenal reliant la ville à la lagune de Bage. En l'état actuel des recherches, on peut penser que les navires au fort tirant d'eau, comme celui de Port-Vendre, contenant au moins 1500 à 2000 amphores, soit une centaine de tonnes métriques, accostaient à l'entrée de ce chenal. De là, des allèges ou embarcations de faible tonnage, 100 à 200 amphores environ, acheminaient ensuite les marchandises vers des entrepôts situés plus près de la ville. Parmi toutes les hypothèses du naufrage du navire de Lance Gerbal à Port-Vendre, il en est une que nous privilégions, celle qui permet d'imaginer le navire croisant le cap Béar par le temps. Toutefois, le capitaine, constatant une voie d'eau, essaie tout d'abord de la résorber en utilisant la pompe de cale tout en poursuivant sa route. En effet, les navires romains étaient munis d'une pompe de type à chapelet, constituée de petits disques de bois fixés sur une corde et circulant à l'intérieur de deux madriers creux, remontant jusqu'au pont. L'ensemble est mis en mouvement par des roues dentées actionnées sur le pont par un membre d'équipage. L'eau aspirée du fond de la Santine arrive alors dans un bac placé sur le pont, d'où des tuiles de plomb l'évacuent à l'extérieur. Constatant ensuite que la voie d'eau était plus importante et qu'il ne pouvait pas la résorber au moyen de la pompe, le capitaine essaie alors de gagner un abri naturel, bien connu des marins romains dans l'actuel Anse Gerbal. Afin de colmater l'orifice, il utilise une voile ou prélat disposée à l'extérieur de la coque. Deux petites embarcations glissent alors la voile sous la carène, probablement le sous-parome, amené et retenu par deux écoutes alors que le bateau continue d'avancer sur son aire. La voile est appliquée fermement sur la coque au moyen des poutres bordées et la zone d'infiltration est ainsi colmatée.
Cette hypothèse est étayée par la découverte, lors du prélèvement de la carène, des vestiges de la voile et des cordages disposés en galons sur le fond de vase, sous le 3/4 arrière de la coque. Imaginons ensuite un virement de bord après avoir dépassé les 2 écueils à l'entrée de la passe et un accostage dans l'anse à proximité de l'actuel halle Poisson. Sans doute a-t-il pensé également à alléger la cargaison, puisque seulement 200 renforts ont été retrouvés lors de la fouille. La suite peut être aisément imaginée. Le bateau, lesté par l'eau d'infiltration et son reste de chargement, ne tarde pas à rejoindre le fond de la mer, figeant ainsi cet épisode du commerce maritime romain et ses péripéties pour les 1500 ans à venir. Mais ce que nous devons retenir, c'est l'obstination des plongeurs pour sauver l'épave, le travail acharné des dizaines de scientifiques et d'agents territoriaux qui se sont succédés depuis plus de 40 ans pour étudier et conserver cet incroyable vestige du passé. La première épave de bateaux anciens retirés des eaux en France et la 3e dans le monde après le Vasa en Suède et le bateau public de Marsala en Italie. À cet objet exceptionnel du patrimoine maritime, dont les 350 pièces de bois conservées ont été restaurées, il faut ajouter de nombreux vestiges de la cargaison, du mobilier de bord et de l'accastillage. Afin de faire ressurgir ce patrimoine du passé, le parc naturel marin du golfe du Lion a initié en 2015 un projet d'évaluation de l'état de conservation de ce navire, resté entreposé à sec durant une trentaine d'années. Un exceptionnel partenariat s'est noué entre le parc, la mairie de Port-Vendre, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Jean-Marie Gassin, spécialiste de l'architecture navale antique, sous la responsabilité conjointe du DRASM et du gestionnaire des collections de Port-Vendre. 3 mois de chantier intense ont permis de démontrer que de belles perspectives pouvaient être envisagées pour la valorisation de cette prestigieuse épave, inscrite profondément dans la mémoire collective de ce territoire. Un véritable travail d'équipe s'est poursuivi et une enquête minutieuse a permis la réalisation de ce film, dont l'objectif, l'espoir même, est de transmettre au public ce qui constitue à ce jour une découverte unique dans le monde de l'archéologie sous-marine. Un chaînon indispensable dans la compréhension des voies maritimes et des échanges commerciaux de cette période dans le bassin méditerranéen.
donner une idée. Alors oui, c'est là on en voit deux. Alors, ça n'est pas du tout représenté dans le film, justement, puisque bon, il fallait faire des choix. C'est un film qui nous est revenu quand même à 50 000 € pour 10 minutes d'imagerie. Donc c'est un début, comme vous avez pu le voir, documentaire et ensuite film d'animation. Dans le film d'animation, chaque dessin est transformé en 3D, animé, donc ça demande des heures et des heures de travail. Le film est sorti en mai 2017, on y a travaillé tout 2016, voilà. Pour la scénographie, pour les recherches, tout ce qui est dit dans le film est vrai et attesté par le DRASM, par les ingénieurs experts en archéologie marine, ou par Jean-Marie Gassin, qui est quand même docteur en architecture navale antique. Il a fait sa thèse sur Port-Vendreur. Voilà, donc ça a été un travail de fourmi, de recherche, et tous les éléments qu'on pouvait trouver dans les quelques écrits qui avaient été faits sur Port-Vendreur ont été vérifiés par le DRASM. Voilà. Donc c'est un... Et je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, parce que je ne me souviens plus de la question. Alors, je ne sais pas. On va faire des suppositions là, mais vu un bateau de 20 mètres, l'équipage c'était au minimum 15 à 20 personnes, vraiment minimum quoi. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque romaine, tout se faisait à la main. Hein. Donc peut-être même plus. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait l'évaluer par rapport au matériel de bord retrouvé, tout ce qui est assiette, lampe à huile, tout ça. Hein, c'est toujours en fonction du nombre de marins à bord, mais sincèrement, je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Ouais. Et oui, je vous ai dit qu'il fallait faire des choix. On nous a un petit peu reproché qu'il n'y ait pas plus de personnages sur le bateau. Et en fait, c'était un choix. Il fallait soit focaliser sur la pompe de cale, la façon dont le bateau était construit, etc. Et donc, du coup, on n'a pas pu passer plus de temps à dessiner des personnages. Donc, il y en a 2 ou 3 maximum. C'est sûr qu'il y en avait beaucoup plus, mais voilà. Ça aurait coûté au moins 10 000 € de plus, donc c'est de l'argent public quand même. Voilà, donc le but c'était de comprendre d'où venait le bateau, où il allait, qu'est-ce qu'il transportait, voilà, son rôle. Voilà. Merci. Donc si vous avez d'autres questions. Oui, Roger. Oui, d'abord une remarque et puis 3 questions, si vous permettez. D'abord, remercier Victoria qui est à travers elle, remercier le Palmarin qui m'a autorisé à mettre cette belle photo de la reconstitution sur un livre qui sortira avant la fin du mois. Bien sûr, j'y ai mis toutes les références et puisque j'ai le micro, des questions à poser. En quel bois a été construit ce bateau? Alors, la quille et tout ce qui est membrure, donc le squelette du bateau, c'était vraiment du chêne et certaines parties en châtaignier. Et tout le reste, que ce soit les bordées, donc le tablier du bateau, la jupe du bateau, ce que on l'appelle comme on veut, donc les bordées, le vaigrage, donc c'est le plancher de cale, tout ça, c'était en pin. En fait, ils utilisaient les essences qu'ils avaient sous la main. Châtaignier, chêne et pin. Deuxième question. 2000 amphores contenaient là, ce qui veut dire que la cale, le ventre de la cale était énorme. Ah oui, c'est un bateau, alors, c'est un bateau qui, donc l'épave, je vous ai dit, elle faisait 13, ce qui restait du bateau, faisait 13,50 m de long par 7,5 m de large. Donc c'était vraiment, vous avez vu, hein, c'est vraiment quelque chose de très large.
le bateau lui-même, il faisait donc minimum 20 mètres de long, 8 mètres de large. Voilà. Et donc très profond aussi. Hein. Là on ne s'en rend pas compte. Mais, et on l'a trouvé à 5 mètres dans la vase. 5 mètres sous l'eau et envasé. Non, envasé. Non, il était juste envasé. Hein. Il y avait des choses qui sortaient de l'eau, donc des amphores, tout ça. Il y avait beaucoup d'amphores qui étaient au-dessus de l'eau, enfin au-dessus, pardon, de la vase. Oui. Et il y avait la moitié des choses qui étaient envasées. Et donc tout ce qu'on a vu de bois qui était sain, c'était parce que c'était envasé. Tout ce qui dépassait de la vase, c'était vraiment mangé par les vers. Parce que 5 mètres, ce n'est pas beaucoup. Non, mais c'est pour ça qu'il a pu être sorti. Ouais. Mais comment on n'avait pas découvert avant, voilà ce que je veux dire. C'est étonnant. Mais ça faisait... C'était quand même depuis les années 29 que les gens y plongeaient. Ah, d'accord. Je le savais depuis cette époque-là. Ah oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Les initiés, tout le monde ne plongeait pas dans les années 29. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, après, les plongeurs qui ont commencé vraiment comment dire, à plonger sur l'épave, c'était vraiment plus les années 50, 60. Voilà. Mais en 29, on a su qu'il y avait une épave là. Il y a eu des premiers plongeurs qui l'ont découverte. Après, et c'est pour ça que dans les années 70, lorsqu'il a été question de faire la criée, la population a dit mais non, voilà, on ne peut pas laisser mettre du ciment sur une épave comme ça. On avait déjà trouvé des pièces de Constantin, on avait trouvé des amphores, voilà, on savait que c'était des amphores de poissons, enfin de poissons salés. C'était surtout des sardines, il y avait sardines, maquereaux et anchois. Et actuellement, il y a une étude qui se fait sur le contenu, parce que on a trouvé beaucoup d'amphores qui étaient encore avec, il restait des écailles de sardines et d'anchois. Donc il y a une étude qui est en train d'être menée par des étudiants en relation avec le drasme sur l'ADN des sardines de l'époque et des anchois pour savoir s'il y a eu une évolution en 1500 ans. Voilà, bon, c'est tout. J'ai répondu à tout ce que je souhaitais, mais je peux passer le micro. Est-ce qu'on peut voir ce matériel quelque part? Comment il va être mis à disposition du public et éventuellement avec des explications? Alors, aujourd'hui, un petit comité, on va dire jusqu'à 10 personnes, 15 personnes, enfin 10 personnes, pas plus. Je pense que si on organise des groupes de visite, ça peut se faire. Le matériel archéologique est sur Port-Vendre. C'est un des plus beaux dépôts de fouilles de France, au dire des responsables du drasme. C'est vraiment, pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie sous-marine, il y a des éléments magnifiques, et pas que de Port-Vendre. Hein. Il y a plus de 20 épaves romaines autour de Port-Vendre et Cap-Béar. Hein. Et vous en avez aussi chez vous, là, à Valmy-sur-Mer, qui n'a pas encore été répertorié, mais qu'on a identifié il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est en cours. À Rédéris. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc le matériel archéologique. Depuis 1 an environ, la commune de Port-Vendre a commandé une étude de faisabilité pour un centre d'interprétation. L'étude de faisabilité est très bien avancée. C'est le cabinet Aubry de Paris qui l'amène. Et ce centre d'interprétation, donc c'est un petit musée. Hein. Ce serait un musée du commerce maritime de l'Antiquité à nos jours, puisque Port-Vendre, c'est quand même un port de commerce par excellence, hein, pour chez nous. Et donc, ce centre d'interprétation, je ne voudrais pas paraître trop optimiste, mais il est en très bonne voie. Il est en très bonne voie. Maintenant, on est toujours dans la même problématique. Il faut trouver des porteurs financiers, et ça ne sera pas la commune de Port-Vendre qui sera le seul porteur. Donc, il y a la région qui s'y intéresse, et c'est vraiment un partenaire indispensable.
Il y a le département, bien entendu. Il y a le musée de la Marine de Paris qui s'y intéresse. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un intérêt. Beaucoup d'intérêt et vraiment les musées, le réseau des musées de la Méditerranée, puisque j'étais avec eux à Escalacete, que ce soit Arlantique avec le Chaland du Rhône, que ce soit Marseille, ils trouvent tous que le projet est extraordinaire parce qu'on a vraiment un matériel archéologique magnifique et qu'il faut vraiment qu'on arrive à montrer au public. Mais voilà, c'est en cours. Je pense qu'il faudra quelques années avant que tout puisse se mettre en place. Mais le bateau est à Argelès ou à... Alors le bateau, il est, je sais, on l'a vu rapidement, mais il est remis en caisse. Donc une fois que toutes les pièces ont été identifiées, on a tout numéroté. Donc il nous a fallu, ils disent 3 mois, non, c'est 4 mois et demi. Hein. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave, c'est un truc qui nous a échappé, ça. C'est 4 mois et demi de travail pour identifier 95% des pièces. Voilà. Et il est emballé donc, dans des caisses qui ont été faites sur mesure et il est stocké à Polille, dans un des hangars de Polille. Voilà. Question un peu naïve, pourquoi on ne fait pas quelque chose à Polille? Alors, c'est une des questions qui a été posée. Polille, ça appartient au Conservatoire du Littoral. Et la mission première du Conservatoire du Littoral, c'est de laisser les espaces naturels, comment dire, en l'état, on va dire, avec une bonne conservation, mais en essayant d'utiliser le moins possible les espaces pour autre chose que, voilà. Alors, voilà, il y a des divergences d'approche par rapport à ça. C'est pas nous qui pourrons décider. Nous, on dit voilà, il y a ce potentiel-là. Maintenant, aux décideurs, on tend le ballon aux décideurs et c'est à eux à jouer là-dessus. Ces épaves très anciennes, elles n'ont jamais été pillées par les plongeurs? Alors, non, parce que il reste pratiquement rien des épaves. La seule épave qui était vraiment exploitable, c'était Port-Vendroin. Elle a été sortie de l'eau. Et ça a été parce qu'elle a coulé du côté de l'Anse-Gerbal, donc du côté de la criée actuelle. La plupart des autres épaves se sont écrasées contre les rochers, côté tamarin, côté jeté. Et là, il n'y a pas de la base, c'est que du rocher. Et donc, elles ont été déchiquetées. Donc, elles se sont un petit peu enfouies sous les limons et tout ça, mais complètement déchiquetées. Donc, ce qui a pu être prélevé pour étudier le bateau, pour connaître pour le dater, ça a été prélevé par une association comme vous, au Loi 1901, qui s'appelle Aresmar et qui travaille sur l'archéologie sous-marine depuis plus de 30 ans aussi. Et donc, grâce à eux, c'est vraiment grâce à ce travail associatif, appuyé bien entendu par la commune et par le DRASM, mais d'une volonté associative et bénévole, qu'on a pu retirer de l'eau tout ce matériel archéologique. Parce que tout le matériel archéologique qu'on a pu retirer, on l'a retiré et il a été dessalé, traité et entreposé au dépôt de fouilles de Port-Vendres. Les amphores, elles n'ont pas été prises, il n'y a pas des amphores. Oh ben ça, sans doute. Sans doute. Même si dans le port, il est interdit de plonger sans autorisation. Mais c'est possible. Si l'épave existe depuis aussi longtemps et qu'il reste que 200 enfants, vous avez dit, ou à peu près. Alors non. Alors il y a une autre théorie. Il y a une autre théorie. En fait, vous avez compris que cette épave Port-Vendroin, elle est venue non pas à cause d'une tempête, elle est venue s'abriter dans la rade de Port-Vendres, qui n'était pas un port à l'époque romaine, c'était simplement une anse, un abri naturel. Donc cette épave est venue parce qu'elle avait une voie d'eau. Et pourquoi on sait qu'elle avait une voie d'eau? Parce qu'on a trouvé la voile sous la coque avec des cordages. Imaginez une voile de 2000 ans et des cordages, encore des bouts de cordages, mais quand même,
Voilà, donc on sait que c'est une voie d'eau. Et donc, lorsqu'un bateau a une voie d'eau, la première chose que fait le capitaine, le commandant du navire, c'est d'alléger la cargaison. Donc on présume qu'une grosse partie de la cargaison a été jetée avant d'arriver vers Port-Ventre. Jetée à l'eau, hein. Jetée à l'eau, oui. Jetée à l'eau pour ne pas couler trop vite, quoi. Et donc ils ont réussi à arriver jusqu'à Port-Vendre. Il est probable qu'il y ait plus, au départ, qu'il y ait plus de 200 forts. Peut-être qu'il y en avait 250 ou 300, et que certains Port-Vendrais ont trouvé ça très joli dans leur salon, comme voilà. Les amphores ont des formes différentes. Ça veut dire qu'ils transportaient des salaisons, du vin et autre chose. De l'huile d'olive. Il y avait trois gros poissons salés, oui. Voilà. Ouais. Et huile d'olive et vin. C'est un poisson ou du garrot? C'était du poisson, hein. C'était pas le garum. C'était pas le garum. Le garum, c'est plus de liquide, c'est le résultat du poisson salé. Mais là, c'était vraiment, il y avait des arêtes, il y avait les écailles, il y a au dépôt de fouille, il y a encore des sachets entiers remplis de restes secs de ce contenant, donc des arêtes, des écailles et du sel et anchois, voilà. Surtout de la sardine, mais un peu de macaron et d'anchois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, comme on n'a pas de musée ici, dans la région, de voir notre épave partir vers Marseille, ou vers Narbonne, le futur musée de la Narbonnaise. Narbonne ou Paris, pourquoi pas, le musée de la Marine. Absolument. Absolument, oui, oui. Ça, c'est sûr. Il y a déjà beaucoup de matériel archéologique des autres épaves de Port-Vendre, du très beau matériel, des petits objets qui sont partis dans certains musées archéologiques de l'arc méditerranéen. Hein. Il y en a à Narbonne, il y en a à Arles, il y en a à Marseille. Par contre, si un jour on arrivait à faire un musée à Port-Vendre, je pense qu'on pourrait demander à ce que ce matériel archéo revienne chez nous. Ouais. Enfin, en tout cas, partiellement. Mais c'est vrai que lorsqu'on a fait l'opération de pré-remontage, les jours de... on avait des jours très enthousiastes et des jours où on se disait « oh là là, on n'y arrivera jamais, c'est trop... ça demande un budget trop colossal, etc. » Et ces jours-là, Nathalie Huet, qui est une des collaboratrices, me disait « oh, de toute façon, je m'en fiche. Plutôt que de l'enfermer pour 30 ans de plus, je préfère le voir partir chez les Chinois, qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent valoriser ça même dans une gare. » Alors j'ai dit « ah non, s'il te plaît. » Mais bon, voilà, non, mais ce qui veut dire que si un jour il y a des mécènes qui ont envie de valoriser et de porter à la connaissance du public une épave comme ça, si on n'a pas d'autres possibilités, plutôt que de la voir se dégrader avec le temps, parce que là, elle s'est bien conservée, mais jusqu'à quand? Voilà. Elle a été traitée, mais bon, il faut surveiller. Hein. Il faut demander au prince Albert de Monaco, là. Et oui, c'est vrai qu'il est venu il n'y a pas longtemps. Ils ont fait apprécier par de Bouillot. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui. Il était à part de Bouillot. Et oui, j'ai vu ça sur l'Indépendant. On va lui envoyer le film. Vous avez d'autres questions? Et dans la presse, moi j'ai vu récemment cette idée de musée à Port-Vendre. Alors j'ai rêvé. Oui. En fait, c'est un lien avec l'étude de faisabilité du cabinet Aubry. Oui, c'est vraiment
en tout cas, l'étude est en cours. Hein. Là, il va y avoir un jeune, enfin, même pas un étudiant, mais quelqu'un qui sort d'un master de archéologie, qui va être embauché rapidement. Pour l'instant, on ne sait pas qui, mais Port-Vendre est en train de le rechercher pour qu'il travaille sur un an sur l'inventaire de la collection globale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit uniquement un musée archéologique, il faut que ce soit, comme je vous ai dit, un musée des routes maritimes, puisque ce serait vraiment complémentaire de celui d'Arles et des musées archéo qui existent, et de l'Âtre. Voilà, donc il faut qu'il fasse un inventaire et de tout ce qui est archéologie, mais aussi on a des personnes de ressources à Port-Vendre comme, je ne vais pas me rappeler de son nom maintenant. On a un monsieur on a plusieurs personnes qui collectionnent énormément de choses concernant les paquebots et le transport. Voilà, il y a Bernard Bernadac, il y a un autre monsieur qui habite Port-Vendre, mais bon, ça va me revenir tout à l'heure. Monsieur. Voilà, qui lui a non seulement des cartes postales, mais des centaines sur les différents paquebots qui sont venus à Port-Vendre, donc transport de marchandises et transport de passagers, mais aussi du matériel de bord des paquebots, des cahiers de bord du paquebot, enfin vraiment des choses très très intéressantes pour le public qui peuvent être vraiment valorisées. Et d'autres questions? Non. Bah, écoutez, Victoria, on vous remercie. Au nom de la dame. Nous aussi, nous vous remercions parce que on vous a accueilli dans une salle qu'on a un peu bricolée, mais on a quand même vu le film et c'était très bien. Merci. Et merci pour toutes les explications que vous avez pu nous donner.